La bourse est-elle prévisible? Le 29 mars 1900, Louis Bachelier répond à cette question par la négative, alors qu'il soutient sa thèse de doctorat sur la théorie de la spéculation devant un jury composé notamment du mathématicien Henri Poincaré. Dans sa thèse, Louis Bachelier affirme que les mouvements sont causés par un nombre infini de facteurs, que s'ils sont imprévisibles, on peut néanmoins leur affecter des probabilités, que l'espérance mathématique du spéculateur est nulle car la hausse et la baisse ont autant de chances de se réaliser, et que les cours suivent une loi normale. Le modèle proposé par Bachelier pour simuler la variation des cours de bourse n'est autre que celui du mouvement brownien qu'Einstein expliquera 5 ans plus tard et dont Norbert Wiener donnera une définition mathématique rigoureuse en 1923. Les hypothèses et le modèle de Bachelier préfigurent les modèles de variation des cours de bourse qui seront développés à partir des années 60 aux États-Unis. Pour cette raison, Bachelier est désormais reconnu comme le pionnier de la finance mathématique et de la modélisation des variations boursières. Mais qu'est-ce que le modèle de Bachelier au juste? Voyons ça d'un peu plus près. Ici, on s'intéresse aux fluctuations des cours de bourse sur une période quelconque. Supposons que le prix d'une action soit égal à P0 en début de période, au temps T égale 0, et que son prix final soit égal à P indice T au temps T. Le prix final moins le prix initial est représenté ici par la variable Z. Il s'agit de la plus ou moins value enregistrée sur la période. On peut aussi dire que le prix final est le résultat du prix initial plus la variation du prix sur la période. Si on divise la période T en plusieurs sous-périodes ou intervalles de temps de même durée, la variation totale du prix peut alors s'exprimer comme la somme des variations sur les sous-périodes. Par exemple, ici, la variation du prix sur la période T est égale à la variation du prix sur la première sous-période, plus la variation du prix sur la deuxième sous-période, plus la variation du prix sur la troisième sous-période, et ainsi de suite jusqu'à la dernière sous-période. Le prix à l'origine, P0, étant connu, ce qui nous intéresse ici, c'est le comportement de la variable Z, c'est-à-dire de la variation cumulée du prix dans le temps. Dans notre exemple, cette variation est de moins 14 unités sur l'ensemble de la période T. Période qui peut être divisée en un grand nombre d'intervalles de même durée. Prenons par exemple une échelle de temps de 0 à T. On peut diviser la période T en deux intervalles de même durée delta T. En 3 ou en 4. Bref, en autant d'intervalles qu'on le souhaite. La durée de chaque intervalle delta T étant égale à la durée de la période totale divisée par le nombre d'intervalles. Si par exemple T est égal à 20 jours et qu'on divise T en 20 intervalles de même durée, alors la durée de l'intervalle est de 1 jour. L'intervalle serait d'un demi-jour si l'on divisait une période de 10 jours en 20 intervalles, à un quart d'heure si la durée totale était de 5 heures, à 3 minutes pour une heure divisée en 20 intervalles. Partons d'un modèle simple où le prix de l'action peut augmenter ou diminuer d'une unité monétaire sur un intervalle de temps quelconque. Comme a priori on ne sait pas si le prix va monter ou baisser, on fait l'hypothèse que la probabilité de hausse est identique à la probabilité de baisse, soit 1/2. Appelons x1 cette variation de plus 1 ou moins 1 sur l'intervalle de temps 0,1.
l'espérance de x1 est égale à 0 et sa variance égale à 1. Sur l'intervalle suivant, on peut également avoir une variation de prix de plus 1 ou moins 1 avec les mêmes probabilités que précédemment, et ainsi de suite. On fait ainsi l'hypothèse que les variations successives sont indépendantes les unes des autres et que leurs probabilités sont identiques. On dit alors que ce sont des variables identiquement et indépendamment distribuées. Le cumul des variations sur l'ensemble de la période allant de 0 à 2, que l'on note Z2, peut ainsi prendre les valeurs plus 2, 0 ou moins 2. Comme les variations successives sont indépendantes, l'espérance de leur somme est égale à la somme de leurs espérances. Idem pour la variance. On peut généraliser ce modèle à un intervalle. En résumé, l'espérance et la variance à chaque intervalle de temps sont égales respectivement à 0 et à 1. Comme ces variations sont des variables identiquement et indépendamment distribuées, leur somme sur n intervalles, notée Zn, a une espérance égale à n fois 0, soit 0, et une variance égale à n fois 1, soit n. L'écart type de Zn est donc égal à la racine carrée du nombre d'intervalles. Procédons à présent à une simulation. Au départ, le prix de l'action est supposé égal à 50. À chaque pas ou intervalle de temps, le prix peut augmenter ou baisser de 1 avec la même probabilité. Après n variations, le prix de l'action sera donc égal à 50 plus les variations cumulées. Par exemple, après 35 intervalles de temps, le prix de l'action passe de 50 à 47 à la suite des variations de cours enregistrées du 1er au 35e intervalle. La variation cumulée a donc été de moins 3. Si on continue la simulation jusqu'au 500e intervalle, on obtient finalement un prix de 36, soit une baisse de 14 unités par rapport au prix initial. Ce que nous venons de réaliser est une marche aléatoire discrète et symétrique en dimension 1. Sur les graphes suivants, nous avons réalisé 250 simulations sur le même modèle. Les résultats pour la variation cumulée Z sont représentés sur le graphe de gauche, ceux pour P, le prix de l'action, sur le graphe de droite. La seule différence entre les deux graphes étant le point de départ, puisque dans le cas du cumul des variations, Z, on démarre à 0, alors que sur le graphe de droite, on débute à 50, soit le prix de l'action au départ de la simulation. Si on augmente le nombre d'intervalles, la variance augmente. Rappelons que dans notre modèle, la variance est égale au nombre d'intervalles n pris sur une période t donnée. Lorsque l'on fait tendre à l'infini le nombre d'intervalles, la variance elle-même tend vers l'infini. On a donc besoin de corriger notre modèle pour que l'évolution du prix sur une période de temps donnée ne dépende pas du nombre d'intervalles retenus sur cette période. L'une des solutions consiste à modifier la taille des variations en fonction de la durée de l'intervalle. Supposons que W représente la somme des variations, notée X'I, avec X'I égale à la variation Xi de plus ou moins 1 multipliée par la racine carrée de l'intervalle de temps. En somme, il s'agit du même modèle que précédemment, mais cette fois-ci, chaque variation est égale à plus ou moins la racine carrée de delta t avec la même probabilité de 1,5. Par conséquent, le cumul des accroissements W sur une période t peut s'écrire comme la somme des variations de valeur plus ou moins 1 multipliée par la racine carrée de l'intervalle de temps. En rendant ainsi chaque variation du prix proportionnelle à la racine carrée de l'intervalle de temps, la variance de la somme de ces variations, soit la variance de Wt, est désormais toujours égale à t, et ce, quel que soit le nombre n d'intervalles pris sur t. Plus généralement, entre deux dates quelconques, la variation de W a pour variance l'intervalle de temps séparant ces deux dates. La question que l'on peut à présent se poser est celle de la loi de probabilité suivie par la variable W. On sait par définition que delta t est égal à t divisé par n. Il suffit alors de remplacer delta t par t sur n dans l'équation de Wt et de réarranger les termes
afin d'obtenir l'expression suivante de Wt. On voit ainsi que Wt est la résultante du produit de la racine carrée de t et de la somme des variations, ou accroissement xi, rapportées à la racine carrée de n. Or, la somme des variations aléatoires xi, rapportées à la racine carrée de n, tend vers une loi normale quand n devient très grand. On sait en effet par le théorème central limite qu'une somme de variables aléatoires indépendantes d'espérance 0 et de variance 1 divisée par la racine carrée de leur nombre n tend vers une loi normale d'espérance 0 et de variance 1 quand n tend vers l'infini. Cette expression converge en loi normale à mesure que n augmente. On en déduit que la variable Wt suit une loi normale d'espérance 0 et de variance t. Pour une espérance mu et un écart type sigma de xi quelconque, l'expression générale qui tend vers une loi normale d'espérance 0 et de variance 1 quand n devient grand est celle-ci. Mais comme nos variations ou accroissements xi ont une espérance de 0 et un écart type de 1, cette expression se simplifie alors en somme de xi sur racine de n. Finalement, le processus décrit précédemment pour W peut s'écrire de la façon suivante, où ΔW représente la variation de W, ou son accroissement, sur un intervalle de temps ΔT quelconque. Epsilon est une variable aléatoire normale d'espérance 0 et de variance 1. Epsilon représente en fait la somme des accroissements xi divisée par la racine de leur nombre, dont on vient de montrer qu'elle convergeait en loi normale d'espérance 0 et de variance 1 quand le nombre d'accroissements devenait très grand. Le processus de variation de W suit une loi normale d'espérance nulle et de variance égale à l'intervalle de temps entre deux mesures de W. Lorsque l'on considère que cet intervalle de temps est divisible à l'infini, on raisonne alors en temps continu, et l'on remplace ΔT par dt dans la notation. Le processus W ainsi décrit est un processus de Wiener standard du nom du mathématicien américain Norbert Wiener, qui l'a rigoureusement formalisé à la suite notamment de Bachelier. Ce processus est aussi appelé mouvement brownien, en ce sens qu'il décrit très bien le mouvement erratique des particules dans un liquide qui a été observé par le botaniste Robert Brown en 1827. Si on considère que le prix des actions suit un processus de Wiener ou mouvement brownien, cela signifie que la variation du prix sur une période t peut être décomposée en la somme des accroissements de W sur n petits intervalles de longueur ΔT. Du coup, dans ce modèle, l'amplitude de variation des prix est proportionnelle à la racine carrée du temps. Autrement dit, l'écart type de la variation du prix sur une période t est égal à la racine carrée de t. Notons également une autre caractéristique de ce modèle. Plus on va réduire la durée de l'intervalle ΔT, et donc augmenter le nombre de ces intervalles sur une même période t, plus la trajectoire du prix sera heurtée. À mesure que l'on prend en considération un intervalle de temps plus petit sur une période t donnée, la trajectoire du prix est de plus en plus saccadée. Jusqu'à présent, on a considéré que les accroissements de prix avaient une espérance nulle et une variance égale à 1, ce qui n'est pas très réaliste dans le cadre d'un modèle censé représenter les fluctuations boursières. Si l'on considère que les accroissements par unité de temps ont une espérance mu et une variance sigma carré, la variable dW suit alors une loi normale d'espérance mu racine dt et de variance sigma carré dt. On peut aussi écrire l'équation de l'écart de prix pour un intervalle de temps dt sous cette forme. Notre variable prix suit alors un processus de Wiener généralisé dont les accroissements sur un intervalle de temps dt ont la forme générale suivante. Si mu est égal à 0 et sigma carré égal à 1, on retombe alors sur un processus de Wiener standard. Pour une période t relativement longue, l'évolution du prix de l'action est égale à mu fois t plus sigma fois Wt. Voyons plus en détail la signification de ces deux termes dans l'équation de l'accroissement du prix sur dt. Pour commencer, mu fois dt,
que l'on appelle drift ou dérive et qui n'est autre qu'un paramètre de tendance centrale. Si la variation du prix ne dépendait que de ce paramètre, le prix évoluerait en ligne droite, selon une pente égale à mu. En effet, la dérivée de P par rapport au temps t, dP sur dt, est égale à mu. En intégrant cette expression, on obtient l'équation d'une droite dont la pente est mu. L'évolution du prix est alors totalement déterministe, si mu est connu et constant. Le prix augmentera d'autant plus vite que mu sera élevé. La deuxième composante dans l'équation de l'accroissement du prix est sigma dW. Il s'agit en fait d'un processus de Wiener standard avec un écart type différent de 1. C'est la composante aléatoire dans l'équation d'évolution du prix. C'est elle qui détermine l'amplitude des variations de prix. Finalement, si l'on combine les deux composantes de l'équation et que l'on fait varier les paramètres mu et sigma, au départ, mu est égal à 0 et sigma égal à 1, l'évolution du prix est alors un processus de Wiener standard. Puis on augmente sigma. Et enfin, on augmente mu. On a alors un processus de Wiener généralisé. Le processus utilisé par Bachelier pour modéliser les variations boursières est un processus de Wiener généralisé. Bachelier raisonne sur ce qu'il appelle le cours vrai, qui correspond au cours coté moins le dividende couru. Il modélise la variation du cours vrai par un processus de Wiener standard. Si l'on remplace le cours vrai par son expression, on obtient bien l'équation d'un processus de Wiener généralisé. Enfin, notons que l'espérance de gain sur les cours vrais est nulle. Cette équation est une martingale sur les cours vrais. Autrement dit, la meilleure prévision du cours vrai futur est le cours vrai présent.